John Mack m'a dit, Marie-Thérèse, si un jour tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il sait ce que c'est que les enlèvements, tu peux être sûr que c'est un menteur. John Mack, qui était le plus célèbre, un des plus célèbres psychiatres américains, j'ai vu quelqu'un qui a fait son siège, le suppliant de s'adresser au dossier des enlèvements. Mais c'est de la plaisanterie, etc. Moi, c'est mon métier de savoir, de faire la part des affabulateurs ou des gens qui racontent, etc. Bon, je ne m'intéresse pas, c'est de la connerie. Mais quand il a vu le dossier de près, le dossier qui lui avait été préparé parce qu'on n'avait pas fait passer toutes sortes de tests à des abductés, il a tout plaqué pour s'occuper des abductions. Bonjour à tous, merci de nous retrouver aujourd'hui pour une émission spéciale ufologie. On va parler de sujets qui sont tabous, mais que Nexus a l'habitude d'aborder depuis des années. D'ailleurs, je suis retombé dans nos archives. Septembre 2014, numéro spécial sur le rapport Cometa, le CNES, le secret d'État ont publié déjà des informations. Il y a énormément de choses et je reçois deux invités exceptionnels pour en parler. On va décortiquer un maximum d'éléments. Mais avant tout, je vous invite à nous soutenir si vous le pouvez. Nexus est un média indépendant et sans publicité. Et le numéro actuel, le numéro 157 en kiosque, à table citoyen, disponible dans toutes les maisons presse et sur nexus.fr. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie-Thérèse Debrosse et Damian. Donc, Damian qui organise, auteur et organisateur de l'événement Ex Situ, un événement à Carcassonne, on en reparlera juste après, le 28 et 29 juin 2025, consacré à l'ufologie, et la marraine et journaliste Marie-Thérèse Debrosse, ancienne journaliste de Paris Match, qui a consacré une partie de son travail à enquêter sur les enlèvements extraterrestres. D'ailleurs, un de ses ouvrages qui s'appelle « Enquête sur les enlèvements extraterrestres » aux éditions Plomb, qui est en cours de réédition, paru en 1995. Elle nous dira ce qu'elle a pu découvrir dans son travail. Déjà, merci à vous deux d'avoir accepté l'interview pour Nexus. Merci, bonjour Marc. Bonjour. Merci de nous avoir invités. Bonjour Marc. Vous venez de loin, voilà, dans notre studio qui n'est pas si pratique, mais en tout cas vous avez fait l'effort, je vous remercie, pour parler de ce sujet qui est tabou encore aujourd'hui, mais qui a énormément de contenu, de littérature. Déjà, je vais commencer par Marie-Thérèse sur cet ouvrage, qu'on comprenne, parce que voilà, toi tu as enquêté depuis longtemps, en 1995, donc ça date. Déjà, il y avait bien avant Internet des éléments à creuser. Je travaillais là-dessus lorsque j'ai entendu parler pour la première fois de ce sujet. D'abord, j'ai cru que c'était une plaisanterie. Les ufologues américains ne voulaient pas qu'on parle de ce sujet. Ce qu'on appelle les enlèvements, ce sont les gens qui, soi-disant, ont été pris par des extraterrestres, captés, ravis de la Terre, qui ont fait un voyage en soucoupe. Ce qu'on appelle les abductions. Voilà, aussi, c'est ça, c'est les abductions. Bon, quand les ufologues recevaient des témoignages de gens, jamais ils ne les publiaient. Mais ils recevaient tellement de témoignages qu'ils n'avaient même pas le temps d'enquêter. Ils savaient bien qu'ils pouvaient enquêter sans publier. Ils ne voulaient pas que le gouvernement sache qu'ils travaillent là-dessus. Parce que les ufologues voulaient être pris au sérieux par l'armée et par le gouvernement. C'était déjà énorme à l'époque de parler d'ovnis, qui pouvaient se balader dans le ciel, mais si on commençait à raconter qu'ils travaillaient sur des ovnis qui se seraient posés, d'où seraient sortis des petits êtres, qui se seraient manifestés auprès des humains, c'est encore plus tabou, effectivement. Donc les ufologues étaient immédiatement pris pour des allumés catégorie ravagée. Bien sûr. Donc le sujet était tabou. Alors quand j'ai entendu parler de ce sujet, très étonné de voir que je n'avais pas de publication, puisqu'il y a tellement de témoignages, et j'ai appris qu'il y avait un grand congrès qui se tenait au MIT. Ouais. Le MIT, c'est ce qu'il y a de plus prestigieux et de plus sérieux, si vous voulez, au point de vue scientifique aux États-Unis. Et c'est pour ça que ce congrès, qui n'a pas été organisé par des ufologues, il a été organisé, entre autres, par un physicien nobelisable. Et le sujet était totalement tabou et inconnu. Moi, quand j'ai voulu
j'entends parler d'un congrès au MIT sur les enlèvements. Immédiatement, j'étais journaliste. Je dis que je vais y assister, je téléphone. Et aux Américains, ils m'entendent, non, le congrès est interdit aux journalistes. Il n'y a rien de plus intéressant pour un journaliste d'aller à un endroit interdit aux journalistes. Je vous raconte comment j'y suis arrivée, parce que c'est quand même pittoresque. Hein. Le journal me dit, bon, écoute, si tu veux, tente ta chance. Et j'arrive aux États-Unis, je m'installe à Boston, et le jour de l'ouverture du congrès, j'arrive avec, à l'époque j'avais les cheveux longs, blonds, une perruque blonde, bouclée, et j'étais arrivée en pantalon et une robe d'été dans mon sac. J'ai dit d'été parce que le congrès était en juin 92. Et quand j'arrive au congrès, on me refuse d'entrer. J'ai dit non, je voudrais voir madame, et j'invente un nom. Mrs, je ne sais plus ce que j'ai donné comme nom, ils me disent, mais elle n'est pas sur la liste des orateurs, elle n'est pas sur la liste des invités. Et je réponds tranquillement, ah non, pas du tout, elle est ladies room, c'est-à-dire elle est dame pipi. Alors les gens me disent, mais enfin, mademoiselle, soyez sérieuse. Et écoutez, c'est une amie, son mari vient d'avoir un très grave accident, je ne veux pas qu'elle soit prévenue par 911, ce qui est le police secours américain, j'aimerais mieux, moi qui suis une amie, la prévenir. Les Américains ont cœur d'or, ils m'ont dit, écoutez, on ne sait pas dans quel pipi room elle travaille, allez-y. Alors je me suis engouffré dans le MIT. Une vraie journaliste de terrain, voilà, tu as réussi ton coup. Alors il y avait qui à ce congrès, et pourquoi ça t'a donné envie d'écrire cet ouvrage? Alors parce que j'ai découvert quelque chose d'hallucinant. Alors ce congrès, alors évidemment, non seulement j'étais déguisée, mais j'ai réussi, comme j'ai beaucoup de chance, à piquer dans un plateau les petits badges qu'on a. Badge vierge, donc j'ai tout de suite mis mon nom, au cas où il y a un contrôle, parce que j'avais mon passeport, Madame de Brosse, mon passeport, Madame de Brosse, ok, bon. Alors ce congrès a eu lieu parce que les psychiatres, les psychologues étaient submergés de cas qu'ils considéraient comme psychiatriques, qui n'existent pas dans la littérature psychiatrique. Tous les désordres psychiatriques aux États-Unis sont réunis dans un énorme dictionnaire, le DMT. Le DSM. Le DSM, oui, qui est le dictionnaire des troubles. Bon. Mais dans les hôpitaux psychiatriques, vous avez des hommes qui sont visités par Marilyn Monroe, il y en a d'autres qui reçoivent Sainte Thérèse d'Avila, etc. Mais jamais personne dans un hôpital psychiatrique ne vous dit « je suis visité par un extraterrestre qui m'a fait monter dans une soucoupe volante ». Alors, un, deux clients qui se plaint, mais quand tous les psys entre eux se disent « mais j'ai 50 personnes, 200, 500, ouais. etc. » Ils ne savaient pas par quel bout prendre ça. Et il y a eu un sondage aux États-Unis pour savoir qui avait bien pu se croire enlevé par les extraterrestres. Sondage excessivement bien fait, sur un échantillon représentatif de toute la population américaine. Tous les États étaient convoqués, sauf l'Alaska, et qui démontrait qu'il y avait 11% de la population américaine qui avait été enlevée. Et je dis, le sondage était très bien fait, parce qu'il y avait des questions pièges. N'importe qui peut raconter n'importe quoi à un sondage. Alors, une des questions était, est-ce que vous avez entendu parler du mot... Trondant. Trondant, c'est ça. Mot qui a été inventé pour le sondage. Pour voir du coup s'il y a des faux témoignages, provoquer des faux souvenirs. Et le sondage impeccable. Il y a eu un autre sondage après. Donc c'est à partir de ce congrès, du coup, tu commences ton enquête, et tu publies ce livre en 95, Enquête sur les enlèvements. Mais oui, parce que... Et tu recenses quoi, la plupart des cas les plus troublants? J'ai été voir toutes sortes de cas. J'ai rencontré pour faire ce livre à peu près 400 abductés, tous les chercheurs. Donc j'ai pris un congé, j'ai donné la démission de mon boulot. Et en plus, tu quittes un poste confortable. Ah oui, puisque je dirigeais les documents de Paris Match. C'était un très joli job, surtout que j'étais jeune, bien. Mais enfin, comme je dis toujours, je ne suis pas sur Terre pour faire la fortune de M. Philippe Aki ou autre. Tu as fait ton vrai boulot de journaliste. Voilà, ce que devrait être le boulot d'un journaliste. Et j'ai été passionnée au-delà de tout ce que je pouvais imaginer par ce sujet. D'autant que moi, au départ, je croyais que c'était du fantasme.
Ce que pensent beaucoup. Je crois que c'était du psychiatrique mal interprété. Alors, on va y revenir parce que du coup... Je voulais juste rebondir par rapport sur son ouvrage qu'elle a sorti en 95. Il est sorti en 95, mais c'est le fruit de plusieurs années de recherche et d'enquête de terrain, comme on l'a bien compris. Il faut savoir c'est que cet ouvrage, aujourd'hui, reste une référence ultime en France. Dommage qu'il ne soit pas traduit d'ailleurs dans d'autres langues en Europe, sur les cas de... Alors, on va parler aussi de rencontres rapprochées parce que abduction, on ne sait pas si non plus les gens qui sont témoins de ces expériences extraordinaires ont été enlevés ou pas. Mais c'est vrai qu'il y en a qui ne sont pas enlevés et qui témoignent juste de contact. Il y a d'ailleurs ce cas très connu d'une école en Afrique du Sud avec ses élèves. Zimbabwe. Zimbabwe, exact. L'école Ariel, tout à fait. Qui a fait grand bruit avec ce pédopsychiatre qui allait faire... John Mack, que j'ai rencontré. Grand psychologue. Et John Mack, alors je tiens à le dire que vos auditeurs l'entendent, John Mack m'a dit, Marie-Thérèse, si un jour tu rencontres quelqu'un qui te dit qu'il sait ce que c'est que les enlèvements, tu peux être sûr que c'est un menteur. John Mack, qui était un des plus célèbres psychiatres américains, j'ai vu quelqu'un qui a fait son siège, le suppliant de s'adresser au dossier des enlèvements. Mais c'est de la plaisanterie, etc. Moi, c'est mon métier de savoir... de faire la part des affabulateurs ou des gens qui racontent, etc. Bon, je ne m'intéresse pas, c'est de la connerie. Mais quand il a vu le dossier de près, le dossier qui lui avait été préparé parce qu'on n'avait pas fait passer toutes sortes de tests à des abductés, il a tout plaqué pour s'occuper des abductions. C'est lui qui a fondé quand même l'école de psychiatrie, de l'université de psychiatrie, de Stanford. Bon, c'est quand même pas rien comme référence psychiatrique et rien ne le passionnait plus que ce sujet. Alors c'est vrai que c'est un sujet qui a réuni beaucoup de gens d'horizons différents à travers les dernières décennies dans plusieurs pays. Je voulais revenir, Damien, sur cet événement, aussi sur ton parcours. Toi, qu'est-ce qui t'a, du coup, à contrario, amené à ces questions-là, de l'ufologie, des abductions, et amené, in fine, à cet événement que tu organises, donc le 28-29 juin à Carcassonne, qui s'appelle Ex Situ. Ouais. Alors il y avait déjà un congrès qu'on avait cofondé et co-organisé en 2023 à Paris, l'Eco-Event, qui portait pas sur les rencontres rapprochées, mais plus, on va dire, sur ce qui était en train de se passer. Ça bougeait pas mal au niveau des États-Unis. On a eu beaucoup en ufologie, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Et du coup, on s'est dit, c'est le moment peut-être d'en parler, d'essayer d'amener le sujet sur la table, d'amener aussi les médias un peu mainstream à s'interroger aussi sur cette question. Et du coup, l'accueil avait été plutôt positif sur le congrès de novembre de Eco-Event. Et on a vu pas mal on va dire, de journalistes et de journaux mainstream qui étaient venus. Il y avait eu France 24, il y avait eu Le Parisien, etc. Et ils ont traité l'événement convenablement ? Oui, ils ont traité très sérieusement l'événement, puisqu'on avait Christopher Mellon qui était venu aussi, l'ancien secrétaire à la Défense, si je ne dis pas de bêtises, aux États-Unis. Et du coup, il y avait également, comment il s'appelle, le fameux scientifique Avi Loeb, qui était intervenu en visioconférence. Donc en plus, c'était à la Sorbonne, donc il y avait quand même du crédit. Ça créditait aussi le sujet. Je me permets d'interrompre, même démarche chez les Américains, pour que la population se rende compte à quel point le sujet est traité, est sérieux. Les Américains choisissent le MIT, ce qu'il y a de plus prestigieux au point de vue scientifique aux États-Unis, et les Français choisissent la Sorbonne, qui est en principe notre meilleure université, pour montrer que c'est du sérieux, c'est pas du pipeau. Puis il y a des gens derrière assez sérieux et qui ont un background. C'est ça. Et du coup, vu que l'événement avait bien été accueilli, moi je me suis toujours intéressé, on va dire, au phénomène OVNI, et c'est vrai que les rencontres rapprochées est un sujet qui me parle beaucoup. Et je me suis dit pourquoi ne pas essayer d'aller plus loin et de traiter du phénomène des rencontres rapprochées, sous-entendu des abductions. Si on commence à créditer l'hypothèse que on peut être visité par des êtres ou une intelligence non humaine, pourquoi ne pas envisager cette autre hypothèse qui est que, peut-être que cette intelligence ou ces intelligences non humaines auraient peut-être pris contact, ou il y aurait des interactions avec des gens dans tous les pays. Au regard des millions de témoignages qu'il y a partout à travers le monde, je pense que c'était logique d'amener le sujet, et je pense que c'est une sorte de logique et de continuité à avoir par rapport à... Oui, parce que là, on franchit une frontière, c'est-à-dire il y a beaucoup de scientifiques qui disent il y a forcément de la vie dans l'univers, mais la plupart se disent qu'ils ne sont pas capables de venir jusque nous. Ensuite, il y a ceux qui pensent qu'ils ont la technologie pour venir et que peut-être qu'ils survolent le ciel, et ça
ce qu'on appelle les PAN, les phénomènes aériens non expliqués. Voilà. Et ensuite, il y a ceux qui vont jusqu'à défendre l'hypothèse qu'il y a des contacts directs. Et qu'est-ce qui est-ce que vous pensez que ça se cantonne à des simples citoyens? Est-ce que c'est dans toutes les parties du monde, sur tous les continents? Est-ce qu'il y a des endroits peut-être en Occident où c'est plus prépondérant? Et est-ce que vous pensez que peut-être des États peuvent avoir des contacts directs? Alors d'abord, il ne faut pas confondre entre la publicité et la notoriété d'un sujet et le nombre de gens que ça peut concerner. Le problème, c'est que dans certains pays, un exemple très simple, dans tous les pays du monde, il y a des viols. Eh bien, les pays en parlent, etc. Mais il y a certains pays en Afrique, c'est un sujet complètement tabou, dont on ne parlait pas. Et c'est pas parce qu'on ne parlait pas, la presse normale africaine ne parlait pas de viol, qu'il n'y avait pas de viol. Un des pays où il y a le plus de viols, à mon avis, c'est l'Inde, par exemple. C'est un sujet qui n'est pas maintenant. Maintenant commence à être abordé parce qu'il y a quand même des gens qui portent des plaintes. Mais la notoriété d'un sujet n'a rien à voir avec... Voilà. Ça, c'est le drame de la presse. Vous avez la presse qui peut faire des tonnes sur des sujets qui ne valent pas pipette et passer sous silence des choses extraordinaires. À titre d'exemple, ce qui est intéressant dans les rapports de rencontres rapprochées d'abduction, c'est que c'est des millions de cas de figure qui se rejoignent et qui se recoupent à une époque où, quand on commençait à enquêter dessus, il n'y avait pas Internet, donc il n'y avait pas moyen aussi qu'on puisse inventer les choses. Enfin, quand on a un agriculteur ou une personne qui est paumée dans un pays au fin fond du trou du monde et qui rapporte un processus dans son expérience qui est similaire à celle d'une personne qui est aux États-Unis ou en France, on voit qu'il y a une concordance, il y a une logique, il y a un process, et c'est vrai que la description souvent est la même, et c'est là que ça devient intéressant. Et c'est pour ça qu'il y a des gens comme Marie-Thérèse qui ont fait ce travail à l'époque, parce qu'il n'y avait personne qui le faisait. Et d'ailleurs, son livre, son ouvrage est extraordinaire, hein, on l'a dit tout à l'heure, et je voulais finir là-dessus, c'est qu'il est vraiment intemporel. Aujourd'hui, c'est une très bonne base pour comprendre ce que sont les phénomènes de rencontres rapprochées et d'enlèvement supposé extraterrestre, exogène. Que disent ces personnes qui prétendent avoir été abductées ensuite? Comment est-ce qu'elles vivent cela et quelles conséquences cela a sur leur vie? Le problème, c'est un sujet dont il est excessivement difficile de parler parce que si vous vivez une aventure pareille, à qui pouvez-vous le dire sans être pris pour un cinglé? Donc, quelqu'un ne peut pas à son bureau aller raconter. On connaît les difficultés du marché de l'emploi. On ne peut pas difficilement raconter à son entourage et que ça revienne aux oreilles de son patron. Eh bien, moi, il y a un ovni qui s'est posé dans mon jardin. Ou bien moi, j'étais dans ma chambre. Je raconte très souvent les gens. Et puis, je me suis senti passer à travers les murs. Attendez, moi, de chair et d'os, passer à travers les murs. On écarte les molécules de la matière comme une main peut écarter des doubles rideaux. Je me suis trouvé dans un ovni qui a décollé, j'ai fait tout un périple, etc. Vous ne pouvez pas raconter une chose pareille. C'est vrai que c'est compliqué, mais du coup... Mais c'est un sujet de rigolade. Mais ces gens qui se sont confiés, et que tu as pu publier quelques témoignages, est-ce qu'il y a un dénominateur commun? Quelle expérience ont-ils vécu? Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? Est-ce qu'ils ont appris des choses? Et comment leur vie se déroule ensuite? Alors, moi, je dirais que je ne prends en considération vraiment un cas, entre guillemets, que lorsqu'il a vraiment changé après cette expérience. Quelques exemples très simples. Une abductée que j'ai rencontrée au Canada a eu des dons extravagants. Bon, elle a été, je vais vous la faire très brève. Sarah Smith. Oui, Sarah, oui. Bon, enfin, elle a été soi-disant enlevée, s'est bagarrée avec un extraterrestre, tout ça entre guillemets, je vais être très brève. Hein. Elle est ramassée par la police et elle est emmenée à l'hôpital. Détail invraisemblable, le service d'accueil la nuit, aux urgences, était un médecin qui était urologue. Et cette jeune femme, on lui avait cassé la figure très sérieusement, on lui avait défoncé tout le bas du corps. Et entre autres, un rein était éclaté. Bon. Pour vous la faire brève, quand il s'est occupé de cette jeune femme, il lui a dit « Je ne veux pas que vous m'opériez,
parce qu'ils vont venir me réparer. Le médecin se dit, elle est cinglée, c'est normal, etc. C'est le choc. Madame, je ne peux pas ne pas vous opérer, sinon on va vous suivre à la trace. Oui. Vous aurez des fuites, etc. Bon. Or, j'ai vu le médecin que je connais, le chirurgien, les radios. Il n'a pas opéré Sarah. Et sur les radios après, elle a ses 2 reins. Autre cas. Ah, c'est un changement quand même. Un autre abducté que je connais, qui n'avait pas de don particulier, maintenant fait fortune comme peintre. Elle n'avait jamais touché un pinceau, elle n'avait jamais pensé à peindre, elle voulait être mannequin. Bon. Les gens qui ont des dons, des langues, il y a des gens dont le cerveau est complètement accéléré. Donc ils reviennent de ces expériences avec une faculté... Oui. Alors il y a surtout il y a beaucoup de transformations physio-psychologiques et il y a aussi des mutations de la conscience. Il y a une sorte d'élévation de la conscience. Alors ça, suite à ce genre d'expérience extraordinaire. On peut parler d'altération souvent chez les cas de certains expérienceurs. Par exemple, Whitley Strieber qui sera présent, qui sera d'ailleurs une tête d'affiche du congrès avec Marie-Thérèse, pourra témoigner, lui, des altérations qu'il a eues et des capacités qui ont suivi à la suite de cela. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de profils d'expérienceurs qui, à la suite de ces expériences, on va dire, ont les mêmes aspirations. C'est-à-dire une sorte de préoccupation pour l'environnement. Ils deviennent écolos facilement. Voilà, il y a aussi la question environnementale, anti-guerre, la question aussi animale. Donc ce sont des gens qui d'un coup font preuve de plus d'empathie, ont beaucoup plus de compassion pour... vraiment une sorte d'intérêt pour, on va dire, l'humanité dans ce qu'elle peut être. D'ailleurs, je crois que c'est ce que quelques élèves de cette école au Zimbabwe ont témoigné après cette rencontre de préoccupation par rapport à l'humanité, la planète. Alors qu'ils étaient jeunes, psychologique. Ils étaient très jeunes. Hein, oui. Et c'était difficile pour eux ils avaient l'air complètement bouleversés. On le voit, il y a des films qui ont été diffusés, ils sont complètement transformés, ces enfants. Mais ça a un impact psychologique sur les expérienceurs et ça a forcément une répercussion dans leur vie. Ça va les amener sur des chemins qu'ils n'auraient pas forcément pris sans ce genre d'expérience. Donc l'expérience provoque un choc émotionnel, psychologique, mais aussi derrière quelque chose de positif puisqu'il y a une envie d'aller plus loin, une envie de connaître, une envie de savoir, de s'enrichir. Et justement, ça crée vraiment une ouverture de la conscience. Enfin, précisons quand même que ça ne se passe pas toujours bien. Ce que je voulais savoir, c'est est-ce que de temps en temps, la transformation est négative ? Est-ce qu'il y a des rencontres qui se passent mal? Oui, non, elles se passent mal parce que c'est très difficile à vivre, parce que vous êtes le premier à être affolé quand vous voyez les péripéties auxquelles vous assistez. C'est pas croyable, vous comprenez. Par exemple, les gens vous disent je me suis approché de l'OVNI, je suis rentré dans l'OVNI, j'étais obligé de rentrer, et l'OVNI était 20 fois plus grand à l'intérieur qu'à l'extérieur. Ça avait l'air d'être... disons une soucoupe, parce que c'est un terme qui a son passé historique, de 6 mètres, je vais dire. Et quand je rentre à l'intérieur, je vois des corridors, des escaliers, des étages. Et j'ai vu l'extérieur et l'intérieur ne coïncidaient absolument pas. C'est un choc de vivre une chose pareille. On a peur de perdre la raison. Oui. Et c'est la grande terreur d'ailleurs. Et c'est pour ça que les gens ne voulaient pas en parler. Donc la seule possibilité, aller voir un psy. Monsieur le psy, dites-moi que j'ai des hallucinations. Ce serait rassurant limite. Eh bien exactement, voilà. Et voilà pourquoi ça a tellement passionné John Mack. Oui, donc c'est ce pédopsychiatre qui s'est rendu... non, pas pédo, psychiatre. Psychologue clinicien, psychiatre clinicien. Psychiatre. Ouais. Qui s'est occupé d'aller rencontrer ses enfants. C'est vrai que c'est un cas qui est assez connu. Est-ce que vous avez, dans vos recherches, dans votre travail respectif, pu observer qu'il y avait peut-être des contacts avec certains États? Est-ce qu'au niveau politique, parce que là on parle de simples citoyens, il y a des expériences similaires qui peuvent être documentées? Alors, ce qui est intéressant... Alors non, je vais te laisser cette partie-là. Officiellement, moi j'ai rencontré pas autant d'expérienceurs que Marie-Thérèse, mais bon, pour les besoins du congrès et par rapport à ce sujet qui m'intéresse, j'ai été amené à parler avec beaucoup d'expérienceurs. Il y a quand même une sorte de surveillance de certains expérienceurs
alors je ne sais pas par qui ou par quoi, mais par, on va dire, des organisations non officielles, alors que ce soit en France ou ailleurs. Et ces personnes semblent être sous surveillance, et on peut comprendre pourquoi. À partir du moment où on est un gouvernement, et qu'on a conscience et connaissance qu'il y a potentiellement des intelligences non humaines qui visitent et qui rentrent en interaction avec des êtres humains, des gens de son pays, ça représente un problème de sûreté nationale. Bien sûr. Donc on se dit, qu'est-ce qui se passe dans ces interactions? Qu'est-ce que ces êtres ou ces intelligences veulent à ces personnes? On est potentiellement avec des personnes qui peuvent être, je sais pas, je dirais pas des kamikazes, mais qui peuvent peut-être perdre la raison du jour au lendemain. Enfin, voilà, on aimerait savoir ce qui se passe entre eux, quoi. On sait pas ce que. Donc je pense qu'il y a quand même une surveillance, et c'est vrai qu'il y a des appareils de surveillance qui ont été retrouvés chez certains expérienceurs. Alors, on pense tous à ce fameux premier cas célèbre du crash de Roswell. Qui a amené énormément de spéculation et un retournement dans la communication d'État américain. On se demande, est-ce qu'à partir de là, d'ailleurs, la zone 51, la célèbre zone qui s'est ensuite été délimitée à cette occasion-là, est-ce que les Américains... Tant de rumeurs et de fantasmes. Est-ce que ça peut être fondé, selon toi, ces rumeurs et ces fantasmes? Écoutez, on sait en tout cas que la zone 51, Area 51, était considérée comme une zone interdite. D'ailleurs, il y a des panneaux, vous ne pouvez pas vous approcher. Et si vous vous approchez en voiture, il y a des flics qui viennent vous arrêter immédiatement. Mais c'est une usine à fantasmes. On sait quand même que l'Amérique, dans cette zone-là, a testé des prototypes qu'elle réalisait pour son armée. Et elle ne voulait pas que ça se sache, etc. Ce qui est très difficile. Et en plus, ce qui est encore plus dérangeant, quand on étudie, comme je le fais, les enlèvements, on s'aperçoit que le scénario change au fil des années. C'est-à-dire avant, d'ailleurs on s'aperçoit que les phénomènes d'enlèvement, on le trouve dans la nuit des temps, recueillis dans la Bible, dans les chasses aux sorcières, etc. Maintenant, il faut voir comment les gens travaillent là-dessus. Je vais me permettre une petite perfidie, mais ça ne fait rien. Il y a un spécialiste des ovnis aux États-Unis, que moi je le prends pour un fou furieux. David Jacobs. David Jacobs, absolument, bon, bien sûr. Il a une grande névrose, il est persuadé que les extraterrestres sont là, c'est une race qui vient parce qu'elle est en train de s'éteindre. Ah bon, très bien. Donc ils viennent sur Terre pour nous prélever des échantillons, comme ça se fait, c'est vrai. Ça, c'est vrai, les abductés le disent et montrent les cicatrices. Et il y a le cas aussi du bétail, parfois. Oui, les mutilations animales, c'est autre chose. Mais ils viennent pour régénérer leur race. D'accord. Et donc, ils viennent nous piquer du sperme, ils viennent prélever très souvent. On prélève du sperme aux abductés. C'est pas très facile à raconter, une histoire pareille, quand même. Ça, on est un peu dans le cliché, avec les prélèvements d'ovules. Alors, c'est effrayant. Alors, monsieur Jacob, pour montrer que c'était vrai, a décidé d'installer, ça m'a fait hurler de rire d'ailleurs, des caméras dans les chambres des abductés parce qu'il y a des enlevés qui sont enlevés régulièrement. Très régulièrement. Et on sait qu'ils sont enlevés parce que les gens ne les voient plus. Et puis ils réapparaissent. En général, on est enlevé 2 heures, mais on est quelquefois enlevé quelques jours. Il y a un très joli cas français. Je ne sais pas, je ne me rends pas compte si je peux en parler ou non. Si je suis trop longue, faites-moi signe. Parce que je pourrais parler 1000 ans de ce sujet qui est passionnant. On a encore le temps. Non, mais il y a un très joli cas français que ne connaissaient pas les Américains quand le grand spécialiste, celui qui a lancé le sujet des ovnis et la recherche sur les ovnis, un Américain, Bud Hopkins, d'ailleurs, encore une fois, même chose que moi, mutatis mutandis, Bud Hopkins, un des grands peintres américains qui est dans tous les grands musées américains, au MoMA, etc. Du jour où il a découvert le sujet des ovnis, il a carrément quitté la peinture pour ne s'occuper plus que des enlèvements. Bien. Ah, zut, là j'ai un... J'en étais, excusez-moi, j'ai perdu mon fil. Beaucoup de digression. C'est pour ça. Oui. Ah. Est-ce que, on était en train d'essayer de répondre à la question de est-ce que, selon toi, les États, est-ce que selon vous, les États sont
directement impliqués? Est-ce qu'il y a des documents? Est-ce qu'il y a des choses? Alors en plus, on parle de déclassification en ce moment, des documents de la CIA. On attend toujours. On attend toujours. Trump a promis de déclassifier tout concernant les ovnis. Est-ce qu'il y a des documents que vous avez pu consulter qui peuvent être dans ce sens-là? Est-ce que les Russes, on parle souvent des Russes, des Américains, qui ont pu avoir des technologies d'ailleurs qui auraient fait de la rétro-ingénierie avec des ovnis. On dit que les transistors ont été inventés grâce à la rétro-ingénierie. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ça de manière factuelle? Est-ce que c'est crédible? Là, cette année, il y a eu le fameux cas de Jack Barber, si je le dis bien en anglais, qui est un ancien militaire de l'US Air Force, ancien pilote d'hélicoptère, qui donc a pris une retraite anticipée et qui travaille pour des employeurs privés, qui a fait justement de la récupération d'objets exogènes. Il va être probablement être amené à témoigner aussi là-dessus. Et c'est vrai qu'il y a eu une interview très intéressante de lui là, qui est parue cette année. Et apparemment, ça va beaucoup plus loin que ce qu'on pense. Donc, déjà d'une, forcément, les gouvernements sont au courant. Mais en tous les cas, grâce à cette rétro-ingénierie, aurait développé, fabriqué des appareils assez exceptionnels. Et il a été amené, lui, à récupérer ce type d'appareil et de faire des missions de transport. Et justement, il y a un sujet qui commence un peu à émerger, qui est le cas de ce qu'on appelle les psioniques, les programmes PP3 psioniques. Alors, ce sont des programmes américains où on va aller chercher des personnes, souvent dans des pays un peu du tiers-monde, un peu, on va dire, un peu en retard au niveau de tout, des personnes qui sont vraiment en contact avec leurs valeurs, les racines, qui ont une sorte de connexion avec plus la Terre que nous, qui sont plus connectés à... Voilà. Et beaucoup de ces personnes sont, on va dire, engagées pour ce genre de programme pour provoquer, ou du moins appeler ces manifestations non identifiées dans le but après de récupérer du matériel exogène. Et donc son témoignage est très troublant parce que c'est quand même un ancien militaire. Et bon, on voit le type qui pleure quand même parce qu'il est quand même ému de ce qu'il a vu et de ce qu'il rapporte. Alors après, moi, je suis pas là pour dire ce qu'il dit est vrai ou pas, mais en tous les cas, ça laisse à réfléchir. Quand il dit que en pleine mission, on lui a rapporté qu'il y avait des militaires qui étaient en train de transporter des containers à bord d'un appareil qui était en stationnement énorme au-dessus d'une forêt amazonienne et qui montait des containers et des gens dedans. C'est vrai que quand on a des témoignages militaires, et je voulais te demander, Marie-Thérèse, est-ce que toi, tu as pu consulter ou alors avoir des témoignages? J'ai une chance absolument extraordinaire. Alors là, c'est drôle. Tout à fait dans la question que tu me poses. J'avais entendu parler qu'il y avait une vague d'ovnis très importante en Belgique. On appelle la fameuse vague belge dans les années 90. Bien, et je décide d'essayer de savoir ce qu'il en est. Mais comme je suis très orgueilleuse, je suis discrète quand je fais quelque chose parce qu'on n'est jamais sûr que ça se terminera bien. Donc, au lieu de faire ce que tout le monde ferait, c'est-à-dire de dire à mon journal, je voudrais aller interviewer le général de Brouwer, il n'était que colonel à l'époque, directeur des forces aériennes belges, dans la mesure où, c'est pas pour rien qu'on appelle l'armée la Grande Muette. Bon, les pilotes, il faut savoir, les pilotes militaires n'ont pas le droit de témoigner, enfin, il y a tout un... D'ailleurs, petite parenthèse, il y a eu des vidéos américaines qui ont fuité il y a quelques années, de pilotes américains de la marine où on les voit être en train d'essayer de chasser un ovni qui leur échappe instantanément. Alors donc je pars discrètement et je vais voir le colonel de Brouwer et à ma grande stupeur, il commence à me raconter des choses invraisemblables. C'est-à-dire, la vague belge était d'une telle importance, n'oubliez pas que vous aviez des Belges qui étaient dans leur voiture, ils étaient suivis par un ovni qui allait donc à la vitesse de la voiture. L'ovni n'émettait aucun bruit. J'ai un cas qui m'a été rapporté en Belgique, d'un couple qui sort de leur maison. Au moment où l'homme ferme sa porte à clé, est-ce que c'est l'homme ou la femme? Je vais peut-être inverser, il faut que je regarde mes notes. Enfin, au moment où un des deux du couple ferme la porte à clé, l'autre dit « Ah, regarde, c'est épouvantable !» Et il voit, disons que c'est le mari, la tête en l'air. Qu'est-ce qu'il y a? Mais tu vois bien? Or, l'un disait qu'il y avait un ovni tellement grand qu'il bouchait complètement la rue. Et l'autre, qui était à côté, ne le voyait pas.
Ce qui pose déjà les problèmes très importants de la perception. Parce que contrairement à ce que les gens croient, on ne voit pas avec les yeux. Hein. Vous le savez. Avec quoi est-ce qu'on voit? Tu le sais, toi? Avec notre cerveau? Eh oui. La perception visuelle doit être décodée par le cerveau avant d'être pouvoir... Bien. Pourquoi est-ce que des gens peuvent, devant le même spectacle, il y a des gens qui voient quelque chose et des gens qui ne voient rien? Ça pose déjà problème sur les témoignages. Alors, il y a une petite anecdote sur laquelle on peut rebondir. Tu vois, Whitley Strieber, par exemple, dans un de ses ouvrages, il en a écrit pas mal par rapport à ses expériences. Il dit à un moment qu'il sent il est en contact, on lui parle, etc. Donc, il sort de chez lui. Il se met, il va à côté de là où il y a une forêt à côté de chez lui. Et quelque chose lui dit de regarder, de lever les yeux au ciel. Il regarde, il voit rien. Et on lui dit, décale-toi encore un peu à gauche, avance un peu. Et au moment où en fait, il s'arrête, à l'endroit précis, il voit un objet qu'il ne voyait pas aller à 50 cm à droite ou à gauche, tu vois. Donc, c'est pas, je dis pas que c'est lié à ce que Marie-Thérèse dit, mais ça pourrait expliquer. Mais parfois, par contre, c'est le contraire. Il y a des milliers de personnes qui voient la même chose ou des centaines. D'ailleurs, moi, je voulais vous faire réagir sur. Vous devez connaître ce fameux événement des Lumières de Phoenix aux États-Unis, qui a réuni des centaines de témoignages dans une seule soirée, constatant qu'un objet de plusieurs centaines de mètres avait parcouru une trajectoire au-dessus de la ville de Phoenix. Et tous les témoignages étaient concordants. Ils étaient tous appelés... Les gens sortaient de leur appartement, de leur maison, étaient dans leur jardin. On est avant Internet. Oui. Les gens ne se connaissent pas. Ils sont à des distances qui sont éloignées de plusieurs centaines de mètres, voire plusieurs kilomètres. Sur 10-15 minutes, ils ont pu concorder leurs témoignages. Et la police, en tout cas les autorités locales, ont reçu tellement de témoignages ce soir-là. Oui, tous les standards sautaient. Que le gouverneur de l'époque a dû organiser une conférence de presse en catastrophe dans la foulée pour moquer l'événement. Il a fait venir un faux extraterrestre pour dire, vous savez, on a trouvé la cause de ce que vous avez témoigné en rigolant. Et quelques années après, une fois qu'il n'était plus gouverneur, a affirmé que l'événement était bien sérieux, qu'il avait lui-même assisté à cet événement, qu'il ne savait pas. Il s'était déplacé, qu'il l'avait vu, évidemment. Et que pour ne pas provoquer une panique qu'on peut imaginer légitime, il avait organisé ça en catastrophe. Et ils avaient affirmé que c'était peut-être des essais militaires ou des choses comme ça. D'ailleurs, il y a un excellent reportage de Canal+ sur le sujet. Qu'est-ce que cela vous évoque tous les deux? Ça nous ramène un peu à ce qui s'est passé il y a encore... 5-6 mois avec ces fameuses manifestations de drones partout aux États-Unis. Alors bon, on peut parler de drones certes, mais il y a quand même des images et là, non, avec Internet, les smartphones, tout va très vite. Alors bien sûr qu'on a beaucoup de choses qui sont fake, qui sont inventées, on peut tout faire maintenant avec l'intelligence artificielle, mais il y a quand même des milliers de vidéos qui ont été faites par des témoins aux États-Unis, aux pays limitrophes, et puis même pas qu'aux États-Unis. Il y a eu cette vague de drones là à un moment où on en a même entendu parler un petit peu aux informations sur les médias mainstream. Au-dessus du jardin de Trump. Oh, plus. Mais et tu vois, ça, d'un coup, on n'en parle plus. C'est comme si ça n'avait pas existé. Il y a eu un pourtant, phénomène quand même, comme ça. On s'est dit, mais c'est incroyable. C'est peut-être, tu vois. Et puis même, c'est vraiment, ça pose question sur la sécurité aérienne de ces territoires. Alors aujourd'hui, il y a la technologie pour avoir ce genre de drone, mais ça pose question. Est-ce que les États-Unis des États qui sont impliqués? Les Américains disaient, c'est pas les nôtres. On sait que c'est pas de chez nous, etc. Enfin, même Trump, à un moment, il a dit, tout ce qu'on sait, que c'est il a dit quelque chose comme c'est pas de chez nous, ou alors du coup ça supposait qu'il y avait peut-être une faille dans leur sécurité, c'était peut-être les Russes, les Chinois, on sait pas, mais ils en avaient de l'autre côté, tu vois, il y a des images sur internet qui étaient filmées par des milliers de témoins, et pareil, on avait le même type d'appareil au-dessus. De nos jours, bon, on peut douter, mais dans les années 90, quand il y a des événements comme ça qui sont témoignés par des personnes, on parle d'avant Internet, on est au tout début de l'informatique, on va dire publique, on sait que là, on est face à une technologie qui pose question. Voilà, justement, j'en reviens très brièvement à la Belgique. Quand je vais voir le colonel de Brouwer, il me claque le morceau et il m'a dit, alors qu'il y avait des témoignages qui fusaient de partout, et à un moment, les radars, les ovnis étaient captés par les radars. Ils ne sont pas toujours captés par les radars, mais il y en a certains qui veulent bien. Bon. Et comme les 3 radars qu'il y a en Belgique, le radar de Glon, le radar de Bruxelles, celui de l'OTAN, ils avaient tous l'OVNI, et l'OVNI se baladait au ras des toits de Bruxelles. Franchissant le mur du son,
sans briser une vitre. L'OVNI est passé de 80 km/h à 2700 km/h en moins de 40 secondes. Ce qui est totalement impossible. C'est-à-dire, on sait que le corps humain ne supporte pas une pression plus forte de 5G. Là, tout corps, c'est-à-dire qu'il y avait un humain à l'intérieur de cet objet, il aurait été embouilli, encharpie, etc. Et le général de Brouwer a décidé de lancer des F-16 à la poursuite des ovnis. Alors là, je suis quand même très heureuse de mon coup, je vous dis j'ai beaucoup de chance. C'est-à-dire que les 2 F-16 l'ont suivi et ils ont fait le lock-on. Vous savez ce que c'est que le lock-on? Bon, très bien. C'est-à-dire que même si les voyages sur cible, l'OVNI disparaissait, les missiles pouvaient l'atteindre et le détruire. Ils ont évidemment demandé au général de Brouwer s'il fallait tirer. Et le général de Brouwer, enfin, il n'était que colonel à l'époque. Surtout pas. Mais la chose qui est formidable, il me dit, de façon désinvolte, est-ce que ça vous intéresserait de regarder le film du lock-on de l'OVNI? Alors je dis bien sûr. Alors je signale que je suis pilote privé. Enfin, j'étais pilote privé parce que j'ai pas renouvelé ma licence. J'avais jamais vu à l'époque, c'était les années 90, sur un radar, un OVNI. Bon, très bien. Alors je suis absolument ravi. Je dis au photographe évidemment de photographier l'écran. Et c'est ce qui fait que c'est grâce à moi qui a été publié dans la presse la première photo de capture d'un OVNI par un F-16. Maintenant, c'est plus banal parce que après l'affaire du tic-tac, etc., la marine américaine qui a publié la vidéo, on peut la trouver assez facilement. C'est ça, maintenant, mais enfin, j'ai eu la chance. Oui, on peut la revoir où, cette image? Absolument, oui, je peux vous l'envoyer si vous voulez. Ah ben on la mettra, dans la description de cette vidéo, parce que c'est vrai que c'est une image qui doit ressembler à ce qu'on a vu sur ces fameuses vidéos de la marine. C'est exactement pareil. C'est pour ça. C'est pour ça que ça m'amusait, parce que pour moi, je l'avais évidemment, en tant que pilote, moi je pilotais les petits avant, je suis pilote privé, pas professionnel, donc j'ai jamais conduit un avion à réaction, évidemment. Et sur mes écrans, c'était pas la même chose que ce que j'ai vu. Ça doit être impressionnant, parce que quand ça vient de sources militaires, c'est là où ça prend une toute autre tournure. Alors attendez, j'ai demandé au général de Brouwer, mais enfin, pourquoi est-ce que vous me parlez? Je n'en reviens pas. L'armée, c'est la grande muette. Et ça a été très important, cette rencontre que j'ai eue, parce que à l'époque, Match était un journal sérieux. Maintenant, c'est devenu un journal beaucoup plus people. C'est pour ça que je l'ai quitté, d'ailleurs. Mais à l'époque, c'était un journal qui était lu par 5 millions de personnes. Je sais pas, j'arrivais aux États-Unis, Paris Match, nous lisions, etc. Bon, très bien au Canada. Très prestigieux à l'époque. Et le général de Brouwer me dit, c'est simple, nous sommes un tout petit pays. Qu'est-ce que nous avons comme moyen de défense? On ne sait même pas ce que c'est. On voit ces choses qui restent, je vous dis, les témoignages de gendarmes, de paysans, de bons bruxellois qui sont sur une route, l'OVNI au-dessus d'eux ne fait pas le moindre bruit et reste en sustentation. C'est quand même un problème. Alors, maintenant, l'existence des OVNI, on ne peut plus en discuter. Mais moi, je trouve qu'à l'intérieur du phénomène OVNI, c'est le phénomène enlèvement que je trouve le plus intéressant et de loin. Il remet encore plus en branle un peu nos croyances. Mais évidemment. C'est même plus là d'être visité. Évidemment, c'est d'être rencontré et même des gens. Est-ce que ces personnes, juste pour savoir, est-ce que ces personnes ont des profils particuliers? Est-ce que ce sont des personnes choisies? Non. On a essayé de savoir, de faire des statistiques pour savoir s'il y avait des homosexuels et des groupes sanguins privilégiés, etc. Non, ça s'adresse absolument à tout type de la population. Est-ce que les villes sont plus concernées ou les campagnes? Est-ce qu'il y a un... Mais, c'est-à-dire, vous comprenez, pour savoir, il faut que les gens témoignent. Et comment voulez-vous que les gens témoignent? La plupart du temps, au début, quand ils commençaient à témoigner, ils étaient ridiculisés. C'est vrai. Les journaux qui voulaient parler de ça, bon, c'est des torchons. Voilà, c'est quand même très difficile. Alors, entre les témoins qui ne veulent pas parler, la presse qui a peur de se ridiculiser, ou n'en parle que la presse de mauvaise qualité. C'est un peu fâcheux. C'est vrai. Qu'est-ce que tu en penses, Damien? Ce que j'en pense, c'est qu'on a des profils quand même de... Enfin, moi, je sais que les expérienceurs que je rencontre, comme je t'ai dit, ont un profil particulier. C'est des gens qui ont pour certains, alors je ne vais pas généraliser, bien entendu,
mais il y en a beaucoup qui présentent des similarités. C'est-à-dire il y a cet effet à la dissociation déjà très jeune, c'est-à-dire être un peu à l'écart on va dire des camarades de son âge, chercher un peu à s'isoler. Il y a cet effet un peu d'isolement ou d'isolation qui peut être dû aussi par rapport au contexte parental, social, etc. Je ne dis pas que ce sont tous les cas de figure comme ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient être approchés par des intelligences non humaines et qui n'en ont aucun souvenir et qui n'ont même pas l'idée et qui ne croient pas forcément au phénomène ou qui ne s'y intéressent pas. Mais c'est vrai que c'est quelque chose qui revient souvent, donc dans la sensibilité des expérienceurs. Cette sensibilité, comme je te l'ai dit tout à l'heure, je t'ai décrit cette connexion un peu avec l'humain, de ce qu'il a de plus noble, la nature, etc. Donc c'est vrai que c'est des choses qui reviennent dans moi, les expérienceurs avec qui je suis amené à discuter. J'ai jamais eu, par exemple, à titre d'exemple, jamais eu un expérienceur qui m'a confié ce type de rencontre qui, on va dire, était dans le profil de la personne du type la fin justifie les moyens, écraser les autres pour réussir. Voilà, c'est des gens qui ne sont pas forcément dans le côté matérialiste. Je dis encore une fois, les gens que j'ai rencontrés, je ne dis pas tout le monde. Voilà. Pas un grand patron du CAC 40 qui s'est fait abducter encore. Mais pourquoi pas, peut-être. Vous seriez peut-être. surpris si vous saviez. Je pense, oui. Oui. Personnellement, je tiens mon journal ufologique depuis fort longtemps, qu'une grande maison d'édition me demande, et je ne veux pas le publier parce que certaines personnes m'ont demandé ma parole d'honneur de ne pas faire état de leur témoignage. Et ce seraient ces personnes haut placées? Ce sont des personnes très haut placées. Ce sont des personnes très haut placées. Moi, je respecte ma donnée. Ce qui embête beaucoup de gens, c'est connu dans la communauté ufologique. En France, il y a eu un cas très intéressant à Valençol. D'ailleurs, il va y avoir un film qui va être fait par Dominique Filleul. Et j'ai été reçu moi, je ne voulais pas aller voir M. Mas, j'étais très jeune. Et puis, M. Mas avait décidé qu'il ne voulait pas parler à la presse. Donc, il ne voulait pas d'interview, qu'on lui fitte la paix. Et moi, je trouve qu'on laisse les gens, on les laisse tranquilles. Et un des personnages qui fait que je me suis beaucoup intéressée aux ovnis, je ne parle pas d'enlèvement, je parle d'ovnis, qui était Aimé Michel, qui était un personnage extraordinaire, m'a téléphoné en m'engueulant, en disant « Marie-Thérèse, vous allez aux quatre coins du monde pour voir des cas qui vous intéressent. Et vous avez un cas formidable à Valençol, vous n'y allez pas. » J'ai dit, mais non, monsieur Mas a dit qu'il ne voulait pas qu'on le dérange. Je le respecte, je ne vais pas forcer sa porte. Je lui ai téléphoné, il était en contact téléphonique. Aimé Michel s'intéressait beaucoup, philosophe, entre autres, aux ovnis. Et il lui dit, je vais demander à Mas de vous recevoir. Alors, quand je suis arrivée chez Mas, d'abord, je n'ai pas été très bien accueillie. C'est tout de suite, il ne m'a pas dit je ne vous reçois que parce que le professeur Aimé Michel m'a demandé de vous reçoir. Et puis finalement, au lieu de passer un quart d'heure avec lui, j'ai passé plus de 3 heures avec lui, et il m'a dit des choses sous le sceau du secret. Je lui ai donné ma parole d'honneur. Bon, il y a un certain nombre de personnes, il y a 3 personnes. Et Jacques Vallée, dont vous avez entendu parler. Très connu, oui. Jacques Vallée. Et je me souviens, il y a, je sais pas, 2 ou 3 ans, je dînais chez Jacques, et un de mes amis, philosophe, et qui s'est beaucoup intéressé aux ovnis, qui s'appelle Bertrand Meyeust, et qui sera au congrès oui, Bertrand Meyeust sera au congrès aussi. Dit à Jacques Vallée, moi j'en ai marre, je connais 3 personnes qui ont eu des révélations secrètes de M. Mas, de Valençol, ils ne veulent pas en parler, et je les connais. Bon, alors il y en a un qui est mort, parfait. Enfin, parfait. Donc, Aimé Michel est mort. Il y a toi, Jacques Vallée, et il y a Marie-Thérèse. Et j'ai beau être très ami avec vous deux, ni l'un ni l'autre voulait me parler. Donner sa parole, ça donne sa parole. Bon, alors moi, c'est mes éditeurs qui jugeront. Moi, je dirais ce que M. Mas m'a révélé. Mais j'ai donné ma parole que je ne divulguais pas. Bon, très bien. Est-ce que l'affaire Humeau vous dit quelque chose? J'imagine que oui.
Parce que moi, je pensais forcément à ça. Bon, c'est un contact un peu indirect, mais c'est vrai que ça a été dans les années 80, avec à travers aussi un personnage comme Jean-Pierre Petit. C'est ça, c'est le meilleur. Il y a eu des contacts téléphoniques, postaux, de courriers que certains scientifiques, pas qu'en France, je crois en Espagne aussi, dans plusieurs pays, ont reçus. Jean-Pierre Petit a beaucoup communiqué là-dessus à l'époque et s'est fait complètement dézinguer dans la communauté scientifique, malgré les travaux qu'il a essayé de publier. Il faut quand même savoir, Jean-Pierre Petit, qui est éblouissant d'intelligence, etc. Il faut savoir que le meilleur ami de Jean-Pierre Petit a quand même, je peux vous envoyer également les témoignages, un document, il dit les lettres Humeau que Jean-Pierre Petit dit avoir reçues, c'est lui qui les a écrites, on y voit tous ses tics d'écriture. Et évidemment, quand vous lisez la lettre Humeau, moi j'étais très ami de Jean-Pierre Petit, et que vous regardez les textes de Jean-Pierre Petit, et il y a des tournures de style très spécifiques qui sont quand même assez surprenantes. Donc pour toi, tu penses que moi, je me suis c'est pas très authentique. Je me suis intéressée à l'affaire Humeau, et puis finalement, je ne sais pas quoi en penser. Alors, d'ailleurs, moi, j'étais trop jeune pour m'y intéresser. Sur Twitter. Il y a un compte Twitter. Oui, bien sûr. Mais oui, aujourd'hui, on ne sait plus quoi penser de ça. Moi, je me suis jamais vraiment intéressé au sujet parce que j'étais jeune à l'époque, et c'est vrai que c'est un sujet qui m'a jamais parler plus que ça. Moi ça m'a beaucoup intéressé, j'ai même fait des papiers sur Humeau, c'est normal que ça m'intéresse. Mais à l'époque surtout ça faisait certains gros titres, il y a eu PPDA qui avait reçu Jean-Pierre Petit. Ça c'est une époque où les médias étaient beaucoup plus ouverts sur les sujets, c'est l'époque aussi Jean-Claude Bourret dans les années 80. C'est ce que j'avais l'impression, c'est là pour venir à ça, j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de petite... Il n'y avait que deux journalistes qui parlaient d'OVNI, c'était Jean-Claude et moi. Et si tu nous écoutes, Jean-Claude, salut. Salut Jean-Claude Bourret, qu'on a reçu à plusieurs reprises sur Nexus, et qui est une mine d'informations sur le sujet, qui a essayé de publier des choses, en tout cas de témoigner. Et qui est en train d'écrire encore un livre, il est en train de terminer un livre encore. Et c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup de journalistes, on va dire mainstream, qui ont osé parler de ce sujet-là, par Jean-Claude et toi. Est-ce qu'en off, tu as déjà eu des confidences, des témoignages de confrères, consoeurs là-dessus? Non, pas tellement sur Humeau. Je voyais des gens qui s'intéressaient au dossier. Sur d'autres sujets, mais je ne sais pas, sur le sujet de l'ufologie en général. Ah oui, beaucoup. Mais après, aujourd'hui, on sait que les journalistes ne sont pas totalement indépendants. Tu en sais quelque chose. Ils répondent à une rédaction. On arrive maintenant à une très mauvaise époque où n'importe qui peut faire, une émission à la télévision, c'est diffusé sur Internet, et on entend des monstruosités. Non, je ne vais pas parler de ce que tu... Bon. Non, mais j'ai rien dit. Moi. J'ai failli mourir d'indignation en écoutant par hasard, parce qu'un de mes neveux voulait suivre cette émission, une émission sur le sujet des enlèvements. Ça t'a pas plu? J'ai entendu tellement de ces points de suspension que j'ai téléphoné à Damien et j'ai dit, écoute, ça se passe à un tel niveau de crédulité, de bêtises et d'à peu préisme, moi je me fiche de congrès institut, je n'y vais pas. Il est témoin, je le dis devant lui. Mais enfin bon, ce qui te gênait, c'était quoi? C'est qu'aujourd'hui le sujet est repris par quoi? Mais les mensonges, on raconte n'importe quoi. Mais alors, c'est-à-dire c'est des gens qui surfent un peu sur la vague, sur la mode. Mais les gens ne connaissent rien, et comme maintenant c'est tellement facile de parler devant un micro et d'être filmé, que personne ne s'en prive. En tout cas, ça témoigne qu'il y a beaucoup de gens qui veulent savoir. Parce que c'est vrai que c'est un sujet qui est tellement mis sous le tapis pendant des années. D'ailleurs, j'en parlais tout à l'heure au début, on pourra peut-être en dire un mot. Ce fameux rapport Alors du là, CNES. Ça m'a amusé quand je vois que tu montres le machin, rapport Cometa. Il se trouve que lorsque le rapport Cometa est sorti, un de mes amis qui est décédé maintenant, Gildas Bourdet, qui était un très bon ufologue français, s'est beaucoup battu pour le rapport Cometa. Et le rapport Cometa avait été évidemment envoyé au président de la République, au Premier ministre, au ministère. Il était envoyé au gouvernement, mettons. Alors, je trouve qu'à l'époque, j'avais un ami qui travaillait au ministère de l'Intérieur. Et je lui ai dit, alors comment ça s'est passé, la lecture du rapport Cometa, comment est-ce que ça a été pris? Il m'a dit, Marie-Thérèse, arrête de rêver, direct poubelle. Bon. Poubelle parce que ça les dérange. C'était jeté à la poubelle sans même avoir été entrouvert. Ça les intéressait pas, tout simplement. Sans même avoir été entrouvert. Mais il y avait un grand professeur j'ai plus son nom maintenant, un grand professeur de physique, d'astronomie, je veux dire. C'est lui qui a fait toutes ses recherches sur les anneaux de Saturne d'ailleurs, qui avait dit à ses élèves, si un de vous
parle une fois d'OVNI devant moi, il est viré de mon cours. Oui, c'est dissuasif. Plutôt, ouais. Est-ce que toi, tu penses, Damian, que l'État français aujourd'hui s'intéresse à ces questions-là? On sait qu'il y a le GEPAN, le fameux groupe d'études sur les phénomènes non expliqués. Est-ce que tu penses que c'est en interne des choses qui intéressent les services? Est-ce que tu as été en lien avec des personnes qui travaillent sur le sujet? Personnellement, moi, j'ai pas eu ce travail de terrain. D'ailleurs, je n'ai pas fait et je ne fais pas ce travail de terrain qu'ont fait des personnes comme Marie-Thérèse à l'époque. Quand tu crées le GEPAN, je suis pas un investigateur. Également, j'ai fait la une de Paris Match avec ça. Oui. Mais pour moi, ça me paraît évident, essentiel. Je pense, sauf moi. Ça me paraît essentiel et évident que l'État français s'y intéresse et même tous les gouvernements. C'est important ce qui se passe dans chaque pays et qu'ils veulent savoir ce qui se passe. C'est la divulgation. Donc, ils savent, mais je pense qu'ils le gardent pour eux. C'est ça que j'allais vous demander, c'est que du coup, cette information qui doit forcément être connue des services, comment est-ce que vous pensez qu'elle peut être dévoilée au public? D'ailleurs, on voit qu'aux États-Unis, Trump avait promis de déclassifier plein de documents. Est-ce que c'est un contre-feu ou est-ce que c'est véritablement une opération de divulgation qui se met en place outre-Atlantique? Personnellement, je ne crois pas que la divulgation soit proche. Moi, je suis du même avis. Je ne pense pas que ce soit proche du tout. Non. Ah ouais? Tous les optimistes, au grand congrès à la Sorbonne, dans les corridors, les gens disaient donner des dates fantaisistes, la divulgation, ça va être pour, 2025, 2026. Oui, à chaque fois, on a des prédictions sur des... on va tout dire, ça y est, c'est pour l'année prochaine, les grandes divulgations. Bon, il y a 10 ans, on entendait déjà ces mêmes choses-là. Après, il y a reconnaître déjà le phénomène OVNI déjà comme étant réel et savoir qu'il y a probablement et peut-être l'hypothèse d'une intelligence non humaine. Donc déjà, si on reconnaissait ça serait bien. Maintenant, quant à reconnaître la possibilité de rencontres rapprochées donc de ces intelligences qui interagissent avec les êtres humains, on sent que c'est pas demain la veille. Et voilà, mais bon, encore une fois, tout vient des États-Unis. Il faut que les États-Unis lancent des tendances où, on va dire, libèrent la parole sur un sujet pour qu'en France, les médias se risquent à en parler et se disent, ils en parlent, donc on va en parler, on n'aura pas l'air trop con, tu vois. On suit le truc, quoi, tu vois. On paraît moins idiot aujourd'hui avec ce que les États-Unis ont publié ces dernières années qu'il y a 25 ans, j'imagine. Voilà. Pour toi, c'est vrai que, tu vois, pour des personnes comme moi ou comme Marie-Thérèse ou d'autres personnes qui s'intéressent au phénomène, si tu commences à parler OVNI ou rencontres rapprochées, on va se foutre de ta gueule. Par contre, si tu leur dis, ah oui, mais attendez, il y a eu quand même ces auditions au Congrès américain, il y a eu quand même sous serment, etc. Ils ont juré sur la Bible, etc. Ça fait parler. Maintenant, on va t'écouter, on va dire, ah, voilà, tu vois, on va essayer. Les punitions aux États-Unis quand on va devant un tribunal, ils ne plaisantent pas les Américains. Oui, voilà. Mensonge sous serment, c'est costaud. C'est pas demain la veille qu'en France on va avoir une telle commission. Donc en fait, je pense que tu vois, par exemple en France, le sujet, les Français, les médias sont très frileux sur le sujet OVNI et rencontres rapprochées, n'en parlons même pas. Déjà, moi je me souviens quand on parlait déjà des auditions au Congrès l'année dernière, ils avaient le petit rictus en coin, ils étaient en train de rigoler, ils savaient pas si c'était du lard ou du cochon. Ils essayaient de le faire un peu léger, mais en essayant d'être sérieux, tu vois, il fallait répondre aux ordres de la rédaction. On en a parlé, donc il faut en parler. Mais tu sens que c'est pas prêt de se libérer pour l'instant la parole. Et justement, des congrès comme l'Eco-Event en 2023 ou comme celui qu'on fait là cet été, où Marie-Thérèse sera là, parce que tout à l'heure j'ai dit que je viendrais pas, mais je t'ai apprécié comme que tu seras là, parce que les gens vont après faire l'amalgame. Tu interviendras. Le but, c'est pas d'essayer de convaincre les personnes qui sont convaincues de l'existence de ce phénomène. C'est d'ouvrir la porte et de pousser des gens qui sont un peu sceptiques au sujet, de s'intéresser au sujet. Et c'est pour ça qu'on essaie d'avoir toujours une approche un peu, je dirais, scientifique, c'est-à-dire en invitant des personnes scientifiques à venir pour parler du sujet, donner leur expertise et leur avis parce qu'ils ont travaillé sur des cas d'expérienceurs dits d'abductés ou d'enlevés, et ces gens-là peuvent témoigner justement par rapport à leurs résultats d'études, on va dire de la bonne santé mentale et psychologique de ces gens-là. Donc c'est ça qui est du sérieux de ces sujets. Est-ce que tu peux dire rapidement quelles personnes on pourra retrouver à cet événement pour ceux qui nous écoutent? Oui, donc on aura Whitley Strieber, donc le fameux auteur du best-seller Communion, et dont d'autres livres ont été adaptés au grand écran, mais qui n'est pas, on va dire, qui était un romancier comme l'a dit Marie-Thérèse au début, mais aujourd'hui qui a fait beaucoup d'essais. Marie-Thérèse sera là également. On aura Bertrand Meut qu'elle a cité, pareil dans les années 80-90, qui a écrit pas mal d'ouvrages sur le sujet, enfin sur
en parallèle de cela, il y aura donc le MUFON France, très important, parce que le MUFON France, aujourd'hui, fait partie des rares organismes à justement essayer de traiter du sujet de manière sérieuse et scientifique. Ils ont des médecins qui travaillent avec eux, ils ont des psychologues qui travaillent avec eux, ils sont aussi, on dit toujours, on n'a pas de preuves que ça existe, etc. Mais il y a des preuves. Il y a des preuves parce qu'on retire des objets, on va dire, de l'intérieur de ces corps, ce qu'on pourrait appeler des implants. Ces implants sont là, ils existent, on ne peut pas les mettre à la poubelle. Et donc, il y a des études justement de ces objets, de ce matériel, on va dire, exogène qui est retiré des corps de ces expérienceurs. Donc, il y a vraiment une approche que le MUFON a qui est très importante pour moi parce qu'il n'y a personne qui le fait en France. Voilà, donc ça, il faut leur donner ça. Et puis après, à côté de cela, on abordera aussi l'aspect de ces rencontres rapprochées qui seraient peut-être un peu plus subtiles également, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup d'expériences qui sont dans notre environnement physique, dans notre réalité objective, mais il y a aussi en parallèle des expériences qu'on peut faire de modification de conscience, d'état de conscience, qui laissent penser qu'il pourrait aussi y avoir sur ce plan-là des interactions. Voilà. Donc on ne va pas rentrer dans tous les détails, mais c'est un sujet intéressant, et on va justement mettre tout à plat aujourd'hui et essayer de faire un bilan sur aujourd'hui, 21e siècle, où on en est là-dessus. Écoutez, on a abordé, en tout cas, on a réussi à aborder dans l'heure qu'on s'était convenu pas mal d'éléments sur ce sujet qui est vaste. On pourrait en parler des heures. Moi, j'espère vous recevoir à nouveau pour parler de ce sujet. J'espère qu'on pourra, en tout cas, Nexus, être présent sur place. Je rappelle l'événement le 28-29 juin 2025 à Carcassonne. On mettra le lien pour ceux qui voudraient se rendre à l'événement pour s'y inscrire. Donc, ex situ. Marie-Thérèse, donc toi, tu y seras. Je rappelle ton ouvrage. Alors, tu m'as dit qu'il était plus disponible, mais je le rappelle. Il sera réédité d'ici la rentrée. Soit en indépendant. C'est lui qui s'en est occupé, moi je m'occupe. Ou soit on passera par un éditeur. Depuis très longtemps. Et en plus, chez Plomb, comme on disait avant l'émission, c'est vrai qu'à mon avis, aujourd'hui, ce serait plus possible. Ce serait plus compliqué. Plomb, l'éditeur du Général de Gaulle, n'a jamais publié comme quoi de livre sur les ovnis, et c'est Plomb qui me l'a commandé. En plus, donc comme quoi à l'époque, il y avait une plus grande ouverture d'esprit, je pense. Ça s'est fait comme par hasard, parce que comme j'ai été à ce congrès au MIT, j'ai fait un document dans Paris Match. Et puis en tant que journaliste Paris Match. Bien sûr, j'ai fait 28 feuillets dans Match, et là c'est le directeur de Plomb, dont j'ignorais l'existence, qui m'a appelé, qui m'a convoqué, il m'a dit je veux absolument un livre sur ce sujet, mais un livre sérieux. Je rappelle le sujet, le titre, en tout cas, Enquête sur les enlèvements extraterrestres. Qui sera réédité, nouvelle édition à la rentrée. Voilà. On te recevra à nouveau, les gens quand il y aura une réédition. Via le site ex situ, on mettra le lien vers le livre quand il sera publié. Voilà. Et d'ailleurs, les gens qui viennent au congrès, qui prennent un pass, qui achèteront un pass RR4, auront droit à un ouvrage, une nouvelle édition de l'ouvrage réédité, qu'ils auront peut-être aussi la chance de se faire dédicacer par Marie-Thérèse. Franchement, c'est courageux d'organiser des événements comme ça, parce que c'est sûr que c'est pas facile d'aborder ces questions qui sont encore tabous. Mais attendez, c'est parce que les réseaux sociaux font un travail tellement dégueulasse pour parler intelligemment. Et c'est pour ça que sur ce sujet, c'est effroyable quand je lis des choses, des petits coqs qui ne connaissent rien au sujet, qui parlent d'autorité. Il faut faire le tri, voilà. Etc. C'est extraordinaire. Et c'est là où, effectivement, je te rejoins, le travail journalistique ne s'improvise pas. C'est un métier, même dans des sujets complexes comme celui-là. Donc, effectivement, là, pour cet événement, il y aura des personnes qualifiées. Voilà. Je vous invite à y faire un tour. J'espère qu'on pourra y faire un tour aussi. Vous êtes les bienvenus. Et l'invitation a été lancée, comme tu le sais. Donc, on espère vous y voir en tous les cas. On fera le nécessaire. C'est pas à côté, Carcassonne, pour nous. Vrai. Mais voilà, on se rendra dispo. Moi, c'est un sujet qui, je trouve, est très intéressant pour Nexus. C'est une ville ravissante, en plus. Carcassonne. Très belle ville. Alors, je suis ravi. Et puis, c'est pas une ville elle a pas été choisie au hasard, puisque c'est la ville qui est proche du fameux mont Bugarach, qui a été, on va dire, la source d'inspiration pour Steven Spielberg dans Rencontre du troisième type avec sa Devil Tower. C'est un lieu d'influence, donc c'est pour ça que je tenais à le faire à Carcassonne. Voilà. On essaiera de vous y retrouver. En tout cas, pour ceux qui veulent se replonger dans l'ancien numéro de Nexus, dans lequel on a parlé de ce rapport cométal numéro 94, vous pouvez retrouver sur nexus.fr. Et puis, tous ceux qui veulent nous soutenir aussi, on est disponible en kiosque actuellement avec ce numéro 157. Je vous remercie en tout cas à tous ceux qui nous ont suivis et vous deux pour l'invitation. Donc Marie-Thérèse de Brosse et Damian autour de en tout cas cet événement pourra vous retrouver ex situ à Carcassonne les 28 et 29 juin. Merci beaucoup. Merci Marc. Merci Marc. Et puis je vous dis à très bientôt. À très bientôt.